paranormal. Un domaine aussi fascinant que terrifiant. Des phénomènes étranges qui défient toute logique. Des histoires oubliées, des secrets que certains aimeraient voir enterrés à jamais. Dans cet iceberg, nous allons plonger couche par couche, du plus connu au plus obscur. Plus on descend, plus les mystères deviennent sombres, inquiétants et parfois interdits. Alors préparez-vous, car ce voyage pourrait bien ébranler vos certitudes. Niveau 1. La surface. Tout commence ici, à la surface. Les histoires que tout le monde connaît, celles qu'on raconte sans vraiment y croire. Des phénomènes étranges, des maisons hantées, des objets maudits, des apparitions. C'est le premier niveau de l'iceberg, là où les curieux s'arrêtent, mais où les vrais explorateurs commencent à descendre. Les fantômes. Les fantômes sont probablement la plus vieille croyance paranormale de l'humanité. Dans la plupart des civilisations antiques, l'âme survivait après la mort et pouvait hanter les vivants. Chez les Égyptiens, on parlait du Ka, qui continuait d'exister après la mort du corps. En Grèce antique, les ombres des défunts erraient dans les enfers d'Hadès. Mais certains revenaient tourmenter les vivants. Au Moyen-Âge, en Europe, les fantômes étaient souvent liés à la religion. Âmes du purgatoire, revenants, ou encore apparitions diaboliques, envoyées pour effrayer les pécheurs. Avec le temps, les fantômes ont pris une différente forme. L'esprit en peine, la dame blanche, ou encore les revenants du champ de bataille. Dans le folklore mondial, chaque culture a ses propres figures spectrales. La Llorona au Mexique, l'Onryo au Japon, ou encore les djinns pour les musulmans. Le fantôme de la Tour de Londres, Anne Boleyn, épouse du roi Henri, décapitée, serait encore vue errant dans la forteresse. La maison de Borley, en Angleterre, qualifiée de maison la plus hantée du monde, avec des apparitions, des bruits étranges et des écritures mystérieuses sur les murs. Les fantômes incarnent notre peur la plus universelle, la mort, et surtout ce qui vient après. Sont-ils vraiment des âmes perdues, ou bien le fruit de notre imagination collective? Une chose est certaine, malgré les siècles, les sciences et la technologie, les histoires de fantômes persistent partout dans le monde. Et peut-être qu'au fond, ce n'est pas les fantômes qui hantent les vivants, mais bien les vivants qui refusent de laisser les morts en paix. Les poltergeists. Le mot poltergeist vient de l'allemand poltern, qui signifie faire du bruit, et geist qui signifie esprit, littéralement esprit frappeur. Les premières mentions remontent au XVIIIe siècle en Europe, avec des témoignages de maisons frappées de bruits étranges, d'objets qui volent ou se brisent sans raison. Contrairement aux simples apparitions de fantômes, les poltergeists se distinguent par leur caractère bruyant, violent et perturbateur. Au fil du temps, ces manifestations ont été perçues de deux manières, soit comme l'action d'esprits malins, soit comme une énergie émise inconsciemment par une personne vivante, souvent un adolescent ou une personne en crise émotionnelle. Cette seconde théorie est née avec la parapsychologie moderne au XIXe et XXe siècle, suggérant que le poltergeist serait lié à la psychokinésie, la capacité de l'esprit à agir sur la matière. Dans le folklore, on le retrouve partout, en Europe, en Asie, en Amérique, toujours lié à des phénomènes inexplicables, dans des maisons ou lieux précis. Le poltergeist de Roseheim, Allemagne, 1967. Dans un cabinet d'avocats, des ampoules explosent
Des téléphones sonnaient seuls et des meubles se déplaçaient sans raison. Le poltergeist d'Enfield, Angleterre, 1977. Une famille de Londres a vécu des années d'activité paranormale avec des voix étranges, des objets en mouvement et des enfants projetés de leur lit. L'affaire a été étudiée par les célèbres enquêteurs Ed et Lorraine Warren. Les poltergeists sont l'une des formes de paranormal les plus effrayantes, car ils ne se contentent pas d'apparaître, ils interagissent avec notre monde physique. Mais la vraie question demeure, s'agit-il réellement d'esprits frappeurs, ou bien d'une énergie sombre qui sommeille en nous, prête à se libérer dans certaines conditions? Et si au fond, le poltergeist, c'était nous? Les maisons hantées. L'idée de la maison hantée est aussi vieille que la croyance aux fantômes elle-même. Dans l'Antiquité déjà, Pline le Jeune, écrivain romain du 1er siècle, racontait l'histoire d'une villa à Athènes, abandonnée, car un vieil homme enchaîné apparaissait chaque nuit. Dans toutes les cultures, les lieux où l'on a souffert, où l'on est mort brutalement, ou que des rituels ont eu lieu, finissent associés aux esprits. La maison devient alors plus qu'un simple bâtiment. Elle garde une mémoire, une empreinte, comme si les murs absorbaient l'énergie des tragédies passées. Au Moyen-Âge, les châteaux et monastères abandonnés étaient vus comme des repères d'âmes en peine. Plus tard, avec l'essor du spiritisme au XIXe siècle, les maisons hantées deviennent des terrains d'expérimentation pour les médiums et enquêteurs. La croyance moderne s'appuie sur deux visions. Esprits coincés, des âmes qui refusent de quitter le lieu où elles sont mortes. Mémoire résiduelle. La maison rejouerait éternellement une scène passée, comme un enregistrement figé dans le temps. Amityville, États-Unis, 1974. Après un massacre familial, les nouveaux occupants rapportèrent des odeurs nauséabondes, des mouches qui apparaissaient en masse et des voix démoniaques. La Myrtle Plantation, Louisiane, une maison coloniale où plusieurs esclaves et enfants seraient morts tragiquement. Des visiteurs affirment y voir encore leur silhouette. Les maisons hantées nous rappellent que les lieux ne sont jamais totalement neutres. Ils portent la mémoire de ce qui s'est passé. Mais est-ce vraiment l'âme des défunts qui s'y attache, ou bien notre propre peur qui donne vie au mur? Une certitude persiste. Partout dans le monde, des familles continuent de fuir leur maison, persuadées qu'elle n'appartient pas seulement aux vivants. La Ouija et le spiritisme. Le spiritisme moderne est né au XVIIIe siècle, particulièrement aux États-Unis, avec les célèbres sœurs Fox en 1848. Elles affirmaient communiquer avec un esprit par des coups frappés dans les murs, ce qui provoqua une vague d'intérêt immense pour la vie après la mort. Rapidement, les séances de spiritisme devinrent à la mode, tables tournantes, médiums et invocations d'esprit. La planche Ouija, quant à elle, fut commercialisée en 1891 comme un simple jeu de société aux États-Unis. Avant d'être associé au paranormal, son nom viendrait de la combinaison de oui en français et de ja en allemand. Au XIXe siècle, le spiritisme s'impose aussi en Europe, notamment avec Alan Kardec qui publie plusieurs ouvrages expliquant que les esprits communiquent pour guider ou alerter les vivants avec le temps. La Ouija s'impose comme l'outil le plus emblématique des séances. Une planche avec des lettres, des chiffres et un curseur que les participants déplacent pour recevoir des messages des esprits. Mais très vite, la Ouija acquiert une réputation inquiétante. Certains témoignages parlent de voix étranges, de malédictions, de phénomènes violents après son utilisation. Des religions la condamnent, la voyant comme une porte ouverte aux démons, un portail. Les sœurs Fox, États-Unis, 1848. Leur histoire marque le véritable point de départ du spiritisme moderne. Aleister Crowley, l'occultiste britannique, utilisait la Ouija dans ses rituels, affirmant qu'elle permettrait d'entrer en contact non seulement avec les morts, mais avec d'autres entités.
Le cas de Rolando, 1949. Un jeune garçon aurait utilisé une planche de Ouija pour contacter un proche décédé, déclenchant une série d'événements étranges. Son histoire a inspiré le film L'Exorciste. La Ouija et le spiritisme sont-ils de simples illusions psychologiques où les participants déplacent inconsciemment la planchette, ou bien s'agit-il vraiment d'un canal vers un monde invisible? Niveau 2. Sous la surface. Si ce que nous avons vu jusqu'ici vous semblait déjà étrange, attendez de plonger un peu plus bas. Car sous la surface, on découvre des histoires moins connues, plus troublantes, que l'on murmure, rarement à haute voix. Les phénomènes paranormaux deviennent plus sombres, plus dérangeants. La paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil est un phénomène connu depuis l'Antiquité. Les premiers témoignages remontent à la Grèce antique et à la Chine ancienne, où elle était interprétée comme des visites nocturnes de démons ou d'esprits malveillants. En Europe médiévale, on parlait de l'incube ou de la vieille sorcière assise sur la poitrine des dormeurs, les empêchant de bouger et leur inspirant des visions terrifiantes. Pendant des siècles, la paralysie du sommeil a été enveloppée de croyances mystiques, possession démoniaque, sorcellerie ou malédiction. Ce n'est qu'au XXe siècle que la médecine a commencé à comprendre le phénomène comme un trouble du sommeil. La paralysie survient lorsque le cerveau se réveille, alors que le corps reste temporairement paralysé. Généralement, pendant le passage entre le sommeil paradoxal et l'éveil, les hallucinations, souvent effrayantes, s'expliquent par l'activité onirique encore active dans le cerveau. Des études montrent que près de 8% de la population mondiale ont fait l'expérience au moins une fois dans sa vie, souvent accompagnée de peurs intenses et d'hallucinations visuelles ou auditives. La paralysie du sommeil nous rappelle que certaines expériences humaines, aussi effrayantes soient-elles, ont souvent des explications scientifiques. Mais quand vous êtes seul dans le noir, incapable de bouger, avec une silhouette qui semble vous observer, la frontière entre la réalité et l'imagination devient plus floue. Alors, est-ce simplement votre cerveau en action ou quelque chose de plus ancien, tapi dans l'ombre de vos nues? Expérience de mort imminente, EMI. Les EMI sont décrites depuis l'Antiquité. Dans l'Égypte ancienne, certaines tombes et des textes mentionnent des visions d'âmes quittant le corps et voyageant vers l'au-delà. Dans la Grèce antique, Platon parle d'âmes qui se détachent du corps pour apercevoir le monde des idées à travers l'histoire. Ces expériences étaient souvent interprétées comme des messages divins ou des aperçus de l'au-delà. Au XXe siècle, les EMI deviennent un sujet étudié scientifiquement. Des médecins et psychologues comme Raymond Moody, dans les années 1970, ont recueilli des milliers de témoignages de personnes ayant frôlé la mort. Les expériences incluent souvent un sentiment de flottement hors du corps, la vision d'un tunnel lumineux, la rencontre avec des entités ou des proches décédés, et parfois un sentiment de paix profonde. Certaines cultures interprètent ces expériences différemment. Visions d'anges ou d'esprits protecteurs, voyages dans d'autres dimensions, ou aperçus du karma et de vies passées. Raymond Moody, 1975, premier recueil scientifique détaillé de EMI, avec des milliers de témoignages similaires à travers le monde. Howard Storm, professeur américain ayant vécu une EMI, où il raconte avoir rencontré des êtres lumineux et ressenti une peur initiale, intense, avant d'être sauvé par ces entités bienveillantes. Anita Morgiani, survivante d'un cancer avancé, raconte une EMI où elle voit sa vie passer et revient guérie.
Les EMI posent une question fondamentale. Que se passe-t-il après la mort? Sont-elles de simples réactions chimiques du cerveau ou des aperçus d'une réalité que nous ne comprenons pas encore? Chaque témoignage nous rappelle que la frontière entre la vie et la mort pourrait bien être plus floue qu'on ne l'imagine, et que certains mystères sont peut-être destinés à rester hors de portée de notre compréhension. Men in Black. Les Men in Black, ou Hommes en Noir, apparaissent dans les années 1950 aux États-Unis, en plein boom de l'ufologie. Les témoins d'OVNI rapportent avoir été visités par d'étranges individus vêtus de noir, souvent décrits comme des hommes pâles, impassibles, presque robotiques, qui les avertissaient de ne rien révéler sur ce qu'ils avaient vu. La croyance s'inspire de légendes plus anciennes, sur des êtres mystérieux venus interdire la divulgation de secrets surnaturels, comme les hommes mystérieux du folklore européen. Au fil des décennies, le phénomène s'est enrichi de récits, de harcèlement, lettres anonymes, menaces téléphoniques, visites nocturnes. Les Men in Black ne seraient pas seulement des humains. Certains chercheurs en ufologie suggèrent qu'ils pourraient être des extraterrestres déguisés, des agents gouvernementaux ultra secrets, ou même des entités paranormales cherchant à contrôler l'information. Le terme s'impose dans la culture populaire grâce aux livres d'ufologie comme Gray Barker dans les années 50-60, puis dans les films et les comics, où ils deviennent des agents mystérieux qui contrôlent et dissimulent les phénomènes surnaturels. Albert K. Bender, 1953, ufologue américain qui affirme avoir été menacé par 3 hommes en noir après avoir publié des articles sur les ovnis. Certains témoignages décrivent un homme en noir, extraterrestre, qui aurait travaillé au Pentagone en secret. De nombreux témoins affirment avoir été suivis ou intimidés par des hommes en costume noir, souvent décrits comme menaçants et impossibles à identifier. Les Men in Black incarnent la peur de l'inconnu et du contrôle invisible. Sont-ils de simples agents gouvernementaux, des extraterrestres ou quelque chose de bien plus mystérieux? Peu importe la réponse, leur légende continue d'intriguer, de terrifier, laissant planer la question: et si, quelque part, quelqu'un ou quelque chose veillait vraiment sur ceux que nous ne devons pas savoir? Les ovnis. La fascination pour les objets volants et mystérieux remonte à l'Antiquité. Dans des textes anciens, on parle de chars à feu ou de disques lumineux dans le ciel, interprétés comme des manifestations divines ou des présages. Mais le phénomène ovni moderne naît véritablement au XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale. Le 24 juin 1947, Kenneth Arnold, pilote américain, rapporte avoir vu 9 engins en forme de soucoupe volante près du mont Rainier, aux États-Unis, déclenchant une vague de témoignages et d'observations à travers le monde. Dans les années 50-60, les ovnis deviennent un sujet de peur et de fascination. Aux États-Unis et en Europe, les gouvernements lancent des enquêtes secrètes, comme le projet Blue Book, pour tenter d'expliquer ou dissimuler ces phénomènes. La culture populaire s'empare du sujet. Films, séries et romans de science-fiction font des ovnis des symboles de mystère et d'invasion extraterrestre. Au XXIe siècle, les ovnis, désormais appelés UAP, continuent de faire l'objet d'études officielles, avec des images et vidéos déclassifiées par le Pentagone, relançant le débat sur leurs origines. L'observation de Kenneth Arnold, 1947. Le premier signal médiatique moderne sur les soucoupes volantes. L'incident de Roswell, 1947. Crash d'un objet mystérieux interprété comme un ovni, avec couverture médiatique et théorie de conspiration. Les lumières de Phoenix, 1997, Arizona. Un immense phénomène lumineux observé par des milliers de personnes.
toujours inexpliqués. Les vidéos de l'US Navy 2004-2015, les objets volants détectés par des pilotes militaires avec des mouvements inexplicables et des vitesses défiant nos connaissances technologiques. Autre fait plus récent, le 30 octobre 2024, une vidéo montrée publiquement en septembre 2025 expose un drone américain MQ-9 Reaper qui suit un orbe lumineux près des côtes du Yémen. Un missile air-sol de type AGM-114 Ilfir est tiré sur l'objet. La vidéo semble montrer que le missile touche l'objet, mais le plus effrayant, c'est qu'il rebondit et l'objet continue son vol sans dommage visible, mais semble connecté au plus gros objet, semble même le suivre. Le gouvernement américain n'a pas confirmé tous les détails de l'incident. Les origines et la nature de l'objet restent non déterminées, parce que ce n'est pas simplement un objet abattu. L'arme utilisée n'a pas réussi à neutraliser l'objet, ce qui soulève des questions sur la résistance ou la technologie de cet objet. Le fait qu'un missile, conçu pour détruire des cibles terrestres ou aériennes, ait rebondi ou n'ait pas produit d'effet usuel est très inhabituel. Cela relance le débat sur la nature des phénomènes aériens non identifiés et sur la capacité militaire à répondre à de tels objets. Les ovnis nous confrontent à l'inconnu et à nos limites. Sommes-nous seuls dans l'univers ou ces phénomènes révèlent-ils une réalité que nous n'avons pas encore comprise? Qu'ils soient extraterrestres, expérimentations secrètes ou phénomènes naturels mal expliqués, une chose est certaine, chaque lumière étrange dans le ciel nous rappelle que le monde est bien plus vaste et mystérieux que ce que nos yeux peuvent percevoir. Les Skinwalkers. Les Skinwalkers trouvent leur origine dans les légendes des peuples Navajo en Amérique du Nord. Selon le folklore, un Skinwalker, celui qui se déplace à quatre pattes, est un sorcier maléfique capable de prendre l'apparence d'un animal pour nuire aux autres. Ces créatures ne sont pas seulement des métaphores, elles sont associées à la magie noire, à des actes de malveillance, comme la manipulation de la vie et la mort. La croyance était transmise oralement, souvent pour effrayer ou avertir les jeunes membres de la tribu. Les histoires de Skinwalker sont restées très secrètes, car dans la culture Navajo, parler d'eux pouvait attirer leur attention. Avec la colonisation et la diffusion du folklore amérindien au XXe siècle, ces légendes ont été étudiées et popularisées par des écrivains et des chercheurs en paranormal. Aujourd'hui, les Skinwalkers sont vus comme des figures de peur. Ils apparaissent la nuit, changent de forme et sont souvent responsables de disparitions mystérieuses ou d'attaques animales inexpliquées. La réserve Navajo, Arizona, Utah, États-Unis. De nombreux témoignages modernes parlent de créatures ressemblant à des loups géants ou à des coyotes capables de courir à des vitesses incroyables et de disparaître soudainement. Skinwalker Ranch, Utah, USA, célèbre site d'activité paranormale où des apparitions de Skinwalker auraient été observées aux côtés d'ovnis et de phénomènes étranges, donnant lieu à des enquêtes gouvernementales et médiatisées. Des familles rapportent des attaques nocturnes de chiens ou de loups anormaux, des sons inquiétants et des ombres humanoïdes capables de changer de forme. Les Skinwalkers incarnent une peur primordiale, celle que quelqu'un ou quelque chose puisse se cacher sous une apparence familière, prêt à nuire dans le secret de la nuit. Réalité, superstition ou magie noire. Dans les régions où leur légende demeure vivante, même les plus courageux hésitent à marcher seuls la nuit. Niveau 3. Les profondeurs. Jusqu'ici, nous avons navigué sous la surface du paranormal, mais en plongeant dans les profondeurs, la lumière disparaît. Ici, les histoires ne sont plus des légendes, elles vous observent. Les phénomènes deviennent plus sombres, plus violents, et parfois impossibles à expliquer. Chaque ombre, chaque murmure pourrait être réel.
Êtes-vous prêt à descendre encore plus bas, où certains mystères préfèrent rester cachés? Les exorcismes. La pratique de l'exorcisme est aussi ancienne que la croyance aux démons. Dans les textes bibliques, on retrouve déjà des récits de Jésus chassant des esprits malins. Dans l'Antiquité, les Égyptiens, Grecs et Romains pratiquaient des rites similaires pour purifier une personne, posséder ou libérer son esprit. L'exorcisme est né dans la peur qu'une entité extérieure puisse prendre le contrôle du corps et de l'âme humaine, transformant des maladies, des crises ou des comportements étranges en actes surnaturels. Au Moyen Âge, l'Église catholique codifie les rituels d'exorcisme, souvent accompagnés de prières, d'eau bénite et de symboles sacrés. Les cas de possession deviennent célèbres dans les villages et monastères, donnant naissance à des récits effrayants. Avec la modernité, certains exorcismes continuent d'être pratiqués, mais les psychiatres et neurologues expliquent aujourd'hui que beaucoup de possessions étaient liées à des troubles mentaux ou neurologiques. Malgré cela, des prêtres et médiums affirment que certaines entités ne peuvent être traitées que par des rites religieux. L'exorcisme d'Anneliese Michel, 1975-1976, une jeune fille allemande dont le cas a inspiré plusieurs films, présentant des comportements violents attribués à la possession démoniaque. Dans certaines régions du monde, des exorcismes sont encore pratiqués sur des personnes souffrant de crises inexpliquées ou de phénomènes paranormaux rapportés par des prêtres et des témoins. Les exorcismes interrogent notre perception du bien et du mal, et à la frontière entre science et croyance. Possession réelle, troubles psychologiques ou phénomènes paranormaux. Ce qui est sûr, c'est que chaque rituel rappelle que l'homme a toujours cherché à lutter contre ce qu'il ne comprend pas, et que certains esprits semblent bien décidés à ne jamais se laisser chasser. Les hommes ombres. Les hommes ombres, ou shadow people, sont des silhouettes noires, humanoïdes, souvent aperçues dans la périphérie du champ de vision. Les premières mentions remontent à l'Antiquité, où certaines cultures associent ces formes sombres à des esprits malveillants ou des démons invisibles qui observent les vivants. Dans le folklore européen, on les comparait aux ombres de la mort, annonciatrices de tragédies ou de maladies. Au XXe siècle, avec l'essor de la parapsychologie et de la culture populaire, les hommes ombres deviennent un sujet étudié sérieusement. Des témoignages rapportent leur présence lors de paralysie du sommeil, de MI ou de nuits de terreur. Ils sont souvent décrits comme immobiles, silencieux, parfois dotés d'une aura menaçante. Certains chercheurs suggèrent qu'ils pourraient être des projections de l'esprit humain, des entités interdimensionnelles ou même des voyageurs temporels invisibles. Cas de sleep paralysie, de nombreux dormeurs rapportent la sensation d'une silhouette noire debout au pied du lit, immobile, les observant. Dans certaines maisons et champs de bataille, des témoins ont vu des silhouettes sombres se déplacer rapidement avant de disparaître. Les hommes ombres apparaissent, observent et disparaissent sans laisser de traces. Sont-ils des esprits, des projections de notre peur ou des êtres d'une autre dimension que nous ne pouvons percevoir que par fragments? La chaise de Busby. La chaise de Busby est liée à Thomas Busby, un criminel anglais du XVIIe siècle, exécuté en 1702 pour meurtre. Selon la légende, avant son exécution, il aurait maudit sa chaise. Quiconque s'y assoit connaîtrait la mort peu de temps après. La chaise devint alors un objet maudit, symbolisant la vengeance post-mortem et la peur des malédictions. Au fil des siècles, la chaise de Busby a été conservée dans différents pubs et musées en Angleterre, et ces histoires terrifiantes ont été racontées de génération en génération. Des visiteurs affirment avoir ressenti des sensations étranges, des malaises ou des accidents après s'être assis dessus. La légende est devenue un symbole de l'objet maudit, un objet du quotidien qui devient porteur d'une force surnaturelle,
Darlington, Angleterre. La chaise a été conservée au musée, où les visiteurs sont avertis de ne jamais s'y asseoir. Des histoires de visiteurs tombés malades, ou pire, morts, peu de temps après avoir ignoré l'avertissement, se sont multipliées, renforçant la réputation de la chaise. La chaise de Busby apparaît dans les livres et documentaires sur les objets maudits, souvent citée comme l'un des exemples les plus célèbres d'objets hantés par une malédiction. La chaise de Busby nous rappelle que la peur peut s'attacher à des objets ordinaires et que certaines légendes dépassent la simple superstition. Malédiction réelle ou effet psychologique, peu importe. La prochaine fois que vous verrez un objet ancien, souvenez-vous. Certaines histoires ont traversé les siècles pour une raison, et certaines forces ne devraient jamais être défiées. Niveau 4. Les abysses. Nous avons exploré des ombres et des secrets à la surface et dans les profondeurs. Mais maintenant, il est temps de plonger dans les abysses. Ici, le paranormal devient plus intense, plus terrifiant, et parfois, il dépasse l'entendement. Dans ces ténèbres, les forces qui nous dépassent se dévoilent, et chaque mystère pourrait bien vous hanter longtemps après la lumière du jour. MK Ultra et les dérives des projets secrets. Tu penses être maître de ton esprit? Imagine qu'on te drogue à ton insu, qu'on te soumette à des expériences d'hypnose, de torture mentale pour briser ta personnalité et te reprogrammer. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est MK Ultra, un projet secret de la CIA, bien réel, qui a nourri les théories les plus folles sur le contrôle mental et qui, selon certains, aurait infiltré Hollywood lui-même. MK Ultra est un programme de la CIA lancé dans les années 1950, révélé au grand public dans les années 70, après les enquêtes du Sénat américain. Objectif officiel, rechercher des techniques de contrôle mental, d'interrogatoire et de lavage de cerveau, notamment face à l'URSS pendant la guerre froide. Méthode employée, administration de drogue comme le LSD, à des sujets souvent non consentants, hypnose, privation sensorielle, électrochoc, isolement, expérience visant à briser la personnalité pour créer des agents obéissants. Les révélations en 1973. La plupart des documents MK Ultra sont détruits par la CIA. Ce que l'on sait aujourd'hui vient de quelques milliers de pages rescapées et de témoignages. Le MK Ultra est bien réel. Il y a eu des victimes, des procès et une reconnaissance officielle de certaines exactions. Après ces révélations, MK Ultra devient un mythe moderne. Pour certains complotistes, MK Ultra ne s'est jamais arrêté et se poursuit dans l'ombre. D'autres affirment qu'il sert à contrôler les masses via les médias, la musique ou même les réseaux sociaux. Hollywood est souvent cité comme vitrine de ce programme, les artistes étant soi-disant reprogrammés pour diffuser des messages ou pour servir d'outils de manipulation. Les bugs des célébrités. Dans l'univers conspi, plusieurs vidéos virales montrent des glitches ou des bugs d'artistes censés révéler leur contrôle mental. Beyoncé, regard fixe et vide en plein match, décrite comme dissociée. Kanye West, crise sur scène et à la télévision, évoquée comme déprogrammation ou rupture du contrôle. Britney Spears, ses breakdowns médiatisés sont interprétés comme des signes d'une personnalité brisée par MK Ultra. Miley Cyrus, Amanda Bynes, Lady Gaga sont aussi cités dans ces cercles comme programmés ou déprogrammés. En réalité, ces comportements ont des explications beaucoup plus banales. Stress, santé mentale, mise en scène, etc. Mais l'imagerie MK Ultra leur donne un côté plus sombre et conspirationniste. Le projet Monarch, l'extension fantasmée. Le projet Monarch est une version non officielle de MK Ultra,
apparu dans les années 90 sur Internet et dans certains livres conspirationnistes. Monarch serait un sous-programme secret de MK Ultra visant à créer des esclaves mentaux, surtout dans l'industrie du divertissement, via des abus, des traumatismes et des symboles occultes. Symboles associés: le papillon, Monarch Butterfly. Yeux couverts, gestes codés, personnalités multiples. Il n'y a aucune preuve tangible, contrairement à MK Ultra qui est documenté. Le projet Monarch n'a jamais été prouvé et repose sur des témoignages anonymes et des corrélations symboliques. MK Ultra est bien réel, prouvé et déjà suffisamment choquant. Tout ce qui gravite autour, Hollywood, bug de célébrité, projet Monarch, appartient surtout au domaine des théories du complot, sans preuves tangibles. Mais ces histoires fascinent, parce qu'elles mélangent secrets gouvernementaux, contrôle mental, symboles occultes et célébrités planétaires. Un cocktail qui alimente l'imaginaire collectif et donne l'impression que derrière le rideau, quelqu'un tire vraiment les ficelles. Le Codex Giga, surnommé la Bible du Diable, est un manuscrit médiéval géant, réalisé au XIIIe siècle, en Bohême, actuelle République tchèque, pesant près de 75 kilos et mesurant plus d'1 mètre de haut. Il est réputé pour contenir l'intégralité de la Bible, mais aussi des textes historiques, médicinaux et magiques. La légende veut qu'il aurait été rédigé par un moine en un seul jour, avec l'aide du diable lui-même, après qu'il a été condamné à être enterré vivant pour ses péchés. Le codex a traversé les siècles, en suscitant fascination et crainte, conservé dans plusieurs monastères, et finalement à la Bibliothèque nationale de Suède. Il attire les chercheurs et les curieux pour sa taille exceptionnelle, son écriture unique et surtout sa fameuse illustration du diable en pleine page. La combinaison de textes sacrés et d'éléments occultes a alimenté des siècles de spéculation sur sa puissance et ses malédictions. L'illustration du diable, unique et frappante, elle représente un être noir, démoniaque, assis avec un air menaçant. Textes occultes et médicinaux, contient des sorts, des prières et des remèdes anciens, parfois jugés interdits ou dangereux à l'époque. Mythe de la malédiction. Certaines croient que toucher ou déplacer le codex pourrait provoquer des catastrophes ou des malheurs, renforçant son aura de mystère. Le codex Gigas fascine parce qu'il mêle religion, magie et légende noire, manuscrits historiques ou objets réellement maudits. À travers ces pages, on touche à une époque où les écritures elles-mêmes pouvaient être perçues comme un pouvoir capable d'influencer le destin. La question reste, si le diable a vraiment aidé à le créer, quelle vérité interdite ce livre pourrait-il encore révéler? Le manuscrit de Voynich. Le manuscrit de Voynich est un livre mystérieux datant probablement du XVe siècle, découvert par le collectionneur américain Wilfrid Voynich en 1912, rédigé dans une écriture inconnue et illustré de dessins étranges. Il contient des plantes inconnues, des diagrammes astronomiques, des figures humaines et des symboles indéchiffrables. Depuis sa découverte, il est considéré comme l'un des manuscrits les plus énigmatiques du monde, suscitant fascination et spéculation. Le manuscrit a été étudié par linguistes, cryptographes, scientifiques et historiens, sans qu'aucune traduction ou explication complète n'ait été trouvée. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un langage codé pour l'alchimie ou la magie, d'un manuel médical ou botanique secret, ou même d'un canular sophistiqué du Moyen-Âge. Les illustrations étranges ont nourri les théories occultes. Certaines plantes ne correspondent à aucune espèce connue, et les diagrammes semblent décrire des phénomènes astronomiques ou mystiques inconnus. Certaines pages montrent des femmes nues dans des bassins d'eau reliés par des tubes, interprétés par certains
comme des rituels ou des expériences alchimiques. Malgré des analyses avancées et l'utilisation de l'IA moderne, le texte reste indéchiffrable et aucune traduction sûre n'a été validée. Le manuscrit de Voynich nous confronte au mystère absolu, science, magie ou canular médiéval. Il rappelle que certaines connaissances humaines peuvent rester hors de portée et que le savoir peut se cacher derrière des symboles que nous ne comprenons pas encore. Chaque page est une invitation à explorer l'inconnu et à accepter que certaines énigmes ne seront peut-être jamais résolues. La Dibook Box. La Dibook Box est une boîte mystérieuse censée être habitée par un Dibook, un esprit malveillant selon la tradition juive. Le Dibook, selon le folklore, est l'âme d'un mort qui s'attache à un vivant pour se venger ou accomplir un dessein inachevé. La boîte, vendue pour la première fois sur eBay dans les années 2000, aurait été récupérée après la mort d'un collectionneur avec une note provenant que quiconque l'ouvrirait subirait malheur et accident. Rapidement, de nombreux acheteurs et curieux ont rapporté des expériences étranges, sensations de malaise, cauchemars, accidents domestiques et phénomènes inexpliqués dans leur maison. La légende s'est amplifiée grâce à Internet et aux médias, où la Dibook Box est devenue un symbole moderne de l'objet hanté et maudit. Le folklore juif a été repris et mélangé à des récits contemporains, faisant de cette boîte un mélange de traditions anciennes et de légendes urbaines. Le premier propriétaire rapporte des incendies, des maladies et des accidents après avoir acheté la boîte. Dans la culture moderne, la Dibook Box a inspiré des films d'horreur, notamment The Possession, popularisant son image dans la culture moderne. Plusieurs personnes affirmant posséder la boîte ressentent une présence malveillante, des bruits étranges ou une sensation de pression dans la maison. La Dibook Box illustre parfaitement le mélange entre folklore ancien et légende urbaine moderne, objet banal en apparence. Elle rappelle que certains objets peuvent porter avec eux l'ombre d'anciens esprits, ou, du moins, la peur humaine, réalité ou superstition amplifiée par les récits. Quoi qu'il en soit, ceux qui osent l'ouvrir découvrent qu'un simple couvercle peut cacher un cauchemar. Niveau 5. L'abîme n'est pas le noir. Nous avons plongé dans les abysses, là où l'ombre règne. Mais il existe un niveau encore plus profond. Ici, l'abîme n'est pas seulement le noir. Il est vivant et rempli de secrets que l'esprit humain n'est pas prêt d'affronter. Magie noire et nécromancie. La magie noire désigne l'usage de forces occultes dans un but malveillant ou égoïste. Ses racines remontent à l'Antiquité, Égypte, Mésopotamie, Grèce, où certains rituels visant à maudire, contrôler ou nuire à autrui. La nécromancie, quant à elle, consiste à communiquer avec les morts pour obtenir information, conseils ou pouvoir. Dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, ces pratiques étaient souvent interdites et sévèrement punies, perçues comme des transgressions contre l'ordre naturel et le divin. Au fil des siècles, la magie noire et la nécromancie se sont codifiées dans des grimoires, comme le livre d'ombre, utilisé dans certaines traditions occultes modernes, ou le grand grimoire et la clavicule de Salomon, détaillant invocations de démons et rituels interdits. Ces pratiques sont souvent associées à l'invocation de démons ou esprits malveillants, ou à la création de malédictions ou charmes noirs, ou à la manipulation des morts pour obtenir information ou servitude. Les nécromanciens médiévaux, certains alchimistes et mages
étaient accusés d'animer des cadavres pour leurs expériences. Les témoignages d'adeptes de magie noire rapportent des phénomènes paranormaux troublants comme possession, malédiction ou apparition spectrale. La magie noire et la nécromancie incarnent l'attrait humain pour le pouvoir interdit et le contrôle sur l'invisible. Sont-elles de simples pratiques psychologiques ou existe-t-il réellement des forces que l'homme ne devrait jamais réveiller? Elles rappellent que la frontière entre la vie, la mort et le surnaturel est si fragile et que certains secrets devraient rester dans l'ombre. L'invocation de démons. L'invocation de démons remonte à l'Antiquité. Dans de nombreuses cultures mésopotamiennes, égyptiennes, grecques, on retrouve des rites visant à entrer en contact avec des entités spirituelles, mais surtout avec l'avènement des traditions judéo-chrétiennes et durant tout le Moyen-Âge, que ces entités prennent le nom de démons et sont assimilées à des esprits maléfiques. Au fil des siècles, l'invocation de démons est devenue un sujet tabou, considéré comme dangereux et hérétique par les autorités religieuses. Les pratiques incluent des cercles de protection, des chants et incantations, des offrandes et parfois des rituels sanglants. L'objectif peut varier, obtenir du pouvoir, de la richesse, des connaissances interdites ou encore se venger d'un ennemi. Les occultistes modernes du 19 et 20e siècle, comme Aleister Crowley, ont réactualisé ces rituels dans un contexte ésotérique. La clavicule de Salomon liste 72 démons avec leurs sceaux et méthodes d'invocation. L'affaire du livre rouge, grimoire légendaire censé permettre de convoquer des entités en échange de son âme. L'invocation de démons fascine car elle touche à l'interdit ultime, dialoguer avec ce qui est considéré comme maléfique et supérieur. Autosuggestion ou simple folklore, ces pratiques rappellent que la frontière entre le sacré et le profane, entre la lumière et l'ombre, est parfois aussi mince qu'un cercle tracé à la craie et qu'il est si facile de franchir un seuil dont on ne peut plus revenir. Nous avons plongé ensemble dans les mystères du paranormal, du plus visible au plus profond, des fantômes et maisons hantées aux invocations interdites. Chaque niveau de cet iceberg nous rappelle que l'inconnu ne cesse de nous surprendre, que l'univers est plus vaste et plus terrifiant que notre raison ne peut le comprendre. Certains phénomènes que nous avons explorés sont tangibles, d'autres restent des légendes, et d'autres encore échappent totalement à toute explication. L'inconnu absolu veille. Au fond, j'ai effleuré la surface de ces mystères, mais croyez-moi, il en reste encore beaucoup à découvrir. Si vous voulez que l'aventure continue, que l'on plonge encore plus profondément dans ce que le paranormal cache, alors c'est à vous de demander une partie 2 dans les commentaires. Après tout, certaines portes ne s'ouvrent que si on ose frapper.